Nous allons maintenant entrer dans une phase importante, je trouve, de notre célébration des 20 ans. On a voulu organiser pour vous 3 présentations qui donnent un petit peu une image, parce qu'en 20 ans, la recherche en cancérologie s'est profondément transformée. Et peut-être l'élément le plus marquant, c'est qu'en fait, depuis 20 ans exactement, finalement, depuis la publication de la première séquence du génome humain, la mortalité par cancer a commencé à sérieusement diminuer. On a à peu près maintenant moins 20% de mortalité par cancer sur 20 ans. Et c'est à la fois le résultat du développement de la recherche en prévention, de la transformation de la prise en charge des cancers à travers notamment l'apport de la recherche fondamentale et de son impact sur la mise en place de nouveaux traitements et toute la transformation des soins qu'il y a derrière. Et puis aussi de la plus en plus grande implication des patients dans cette démarche et le changement de relation qui est en train de se faire entre le chercheur, le médecin et le patient. Donc on a voulu illustrer ces 3 aspects et nous avons pour ça 3 conférenciers de très très haut niveau qui sont vraiment des témoins, je dirais, internationaux de cette transformation. Et j'ai le plaisir tout d'abord d'accueillir Elisabeth Weiderpass, qui est une épidémiologiste de la prévention de stature mondiale avec, je crois, plus de 1000 publications à son actif, et une carrière internationale en Finlande, en Suède, en Norvège. Et depuis 2019, elle est la directrice du Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, ici à Lyon, qui est la tour de contrôle mondiale de la recherche en prévention. Nous sommes ravis de l'accueillir pour nous donner une perspective sur la recherche en prévention, d'où elle vient et où elle va. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci infiniment, Pierre. Chers amis, cher Pierre, directeur du Cancéropole Auvergne-Rhône-Alpes Clara, chère Véronique Trélé-Lenoir, ancienne directrice directoire du Clara, cher Thierry Philippe, mon cher ami, cher Bruno Guenel et chère Madame Staron. Merci d'être là aujourd'hui pour cette célébration importante. Les Cancéropoles Auvergne-Rhône-Alpes fêtent cette année 20 ans d'accompagnement de l'innovation et de soutien à la recherche. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous pour célébrer cette journée. En tant que directrice du CIRC, du Centre international de recherche sur les cancers, je vais tout naturellement parler des progrès dans le domaine de la recherche de la prévention sur les cancers. Et j'espère que ça va marcher. Oui, voilà. Les relations institutionnelles entre les Clara et les CIRC ont été de plus en plus approfondies et fructueuses ces 20 dernières années pour servir la recherche sur les cancers. 19 projets du CIRC ont été financés par les Clara sous la forme des projets structurants, des oncostarters, preuves du concept et mobilité, et dans le domaine de la prévention et de la détection précoce des cancers, et pourtant également sur les mécanismes des carcinogènes. Le CIRC a reçu le soutien des Clara pour l'organisation de 4 manifestations scientifiques, incluant la célébration du 50e anniversaire du CIRC en 2015. Les Clara et les CIRC ont affiché 5 partenariats scientifiques, incluant les récents Cancer Prevention Europe et ShapeMed Lyon. Les CIRC et les Clara s'engagent dans les nombreux événements ensemble, comme en témoigne par exemple la participation du CIRC aux soirées grand public organisées par Clara, ainsi qu'au Forum de la recherche en cancérologie et au Oncorial de Clara. Les Clara participent également aux séries d'échanges du CIRC et du Centre Lyon-Bérard organisées chaque année. Le CIRC fait également partie de 2 instances décisionnelles de Clara. Le directoire, où je suis actuellement représentée par le docteur Véronique Chagès, et les conseils d'orientation et de surveillance, où je siège. Le docteur Mathieu Foll, chercheur du CIRC, fait également partie du comité de pilotage scientifique dans les domaines des innovations et technologies pour la santé. Et enfin, M. Olivier Exectier, actuellement consultant au CIRC, a été le secrétaire général de la Fondation Clara entre 2016 et 2020. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, quelques mots sur les CIRC. Les CIRC est l'agence spécialisée dans les cancers de l'Organisation mondiale de la santé. Créée à l'origine par 7 pays, elle compte aujourd'hui 27 États participants, renforçant ainsi la capacité du CIRC en matière de coopération internationale.
L'objectif du CIRC est de promouvoir la collaboration internationale dans la recherche sur les cancers. L'agence est interdisciplinaire et réunit des compétences en épidémiologie, en sciences des laboratoires et biostatistiques pour identifier les causes du cancer afin d'adopter les mesures préventives et réduire la charge de la morbidité et mortalité. Une caractéristique du CIRC est son expertise en matière de coordination de la recherche entre les pays et les organisations. L'agence s'intéresse tout particulièrement à la recherche dans les pays à revenus faibles et intermédiaires par le biais des partenariats et des collaborations avec des chercheurs de ces régions. Les relations de travail étroites entre le CIRC et son organisation mère, l'Organisation mondiale de la santé, permet de traduire efficacement les résultats de recherche du centre en politique opportune de lutte contre les cancers. Les CIRC mènent des recherches qui fournissent les preuves scientifiques nécessaires à l'élaboration des politiques de prévention et de lutte contre les cancers. Le rôle de l'Organisation mondiale de la santé est de traduire efficacement les données scientifiques de l'agence en politique opportune de lutte contre les cancers. Commençons par quelques chiffres sur l'évolution du cancer en France dans les périodes 90-2020. Sur la partie droite de cette figure, les estimations du CIRC concernant les nouveaux cas de cancer diagnostiqués en France en 2020, ainsi que les profils des cancers. On estime que 260 000 le nombre de nouveaux cas de cancer chez les hommes et à 2007 le nombre de nouveaux cas de cancer chez les femmes en 2020. On atteint un total de 467 000 nouveaux cas de cancer en France 2020, tous âges confondus. Chez les hommes, les cancers de la prostate représentent à lui seul plus d'un quart des cancers diagnostiqués en 2020. Les cancers des poumons étaient le second type de cancer le plus fréquent diagnostiqué, à peu près 12%, suivi du cancer colorectal, à peu près 10%. Chez les femmes, 28% des cancers diagnostiqués en 2020 étaient cancers du sein. Le cancer colorectal était le deuxième cancer plus fréquent, à peu près 11%, suivi par les cancers des poumons, 8%, et cancer du col de l'utérus, 5,4%. Sur la partie de gauche de cette figure est représentée l'évolution de l'incidence des cancers en France pour la période 1990 jusqu'à 2018. Les données d'incidence sont issues des registres français du cancer des populations générales ou FRANCIN. L'incidence pour tout cancer confondu est restée assez stable chez l'homme. La courbe bleue indique seulement plus 0,1% par an, alors qu'elle s'accroît chez la femme. La courbe rouge, plus 1,1% par an, reflétant une augmentation du risque de cancer. Le deuxième enseignement, l'écart entre les hommes et les femmes pour l'incidence s'est réduit défavorablement pour les femmes. 31 914 nouveaux cas de cancer de poumon ont été diagnostiqués chez les hommes en France en année 2020 et 16 000 nouveaux cas de cancer des poumons chez la femme. L'incidence des cancers du poumon enregistre la plus forte progression chez la femme, plus 5,3% par an, une progression liée à l'augmentation du tabagisme dans les dernières décennies. L'incidence du cancer du poumon est plutôt stable chez les hommes et en fait, il diminue légèrement, minus 0,1% par an. Nous avons des estimations sur les différentes localisations des cancers imputables à les infections pour les papillomavirus humains ou HPV. Les cancers du col utérin, cancer de l'anus et dans une moindre mesure oropharynx et par tranche d'âge. Concernant les cancers des cols de l'utérus, plus de 3 300 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en France en 2020. Comme le montre la figure à la gauche, le cancer du col de l'utérus est globalement en baisse en France, moins 1,8% par an.
Toutefois, l'analyse par tranche d'âge montre à l'inverse un ralentissement de cette baisse, voire une augmentation de l'incidence de ces cancers chez les femmes âgées de 50 à 60 ans dès 2010. Cela pourrait s'expliquer par les comportements sexuels plus à risque et pour l'infection persistante par les HPV pour ces générations. Des cancers aux facteurs de risque évitables progressent. La progression des cancers aux facteurs de risque évitables plaide en faveur d'un renforcement de la prévention au niveau national. La consommation excessive d'alcool et de tabac, la modification des comportements alimentaires, la sédentarité, l'exposition aux facteurs de risque environnementaux et la prévalence croissante de l'obésité pourraient expliquer l'augmentation de l'incidence des cancers des pancréas que vous voyez dans la figure, plus 3,8% chez la femme et plus 2,7% chez les hommes. L'augmentation du cancer du foie, plus 3,5% chez les femmes et plus 1,6% chez les hommes. L'augmentation du cancer des prostates, plus 2,2% par an. Et l'augmentation du cancer du rein, plus 1,4% chez les femmes et 1,7% par an chez les hommes. Et l'augmentation du cancer du sein, plus 1,1% par an en France. Alors, quelles ont été les avancées fondamentales issues de la recherche du CIRC et du CLARA, réalisées en collaboration avec nos partenaires internationaux sur les identifications des facteurs des risques dans les 2 dernières décennies? Ça, c'est un sujet assez vaste, mais je crois que c'est la peine qu'on va en détail sur tout ce qu'on a appris les 20 dernières années. Je commencerai par les avancées du programme de monographie du CIRC qui identifie et évalue les causes des cancers chez l'homme. Ces programmes cherchent à identifier les substances qui représentent un danger de carcinogénicité, c'est-à-dire le potentiel à une exposition donnée provoquer le cancer. Ce programme est initié en 1971 et à ce jour, nous avons évalué plus de 1000 agents sur leur carcinogénicité. Les programmes de monographie évaluent des produits chimiques, des mélanges complexes comme la pollution atmosphérique, les expositions professionnelles, les agents physiques, les agents biologiques comme les virus de l'hépatite B, les médicaments et les comportements individuels tels que le tabagisme. Parmi les agents classifiés comme groupe 1, ça veut dire carcinogènes sur l'homme, figurent les tabacs, les radiations solaires, la consommation de l'alcool, la consommation des charcuteries, les benzènes, les radiations ionisantes, la pollution de l'air et l'exposition à l'amiante. Les groupes 2A comprend les agents classés cancérogènes probables pour l'homme sur la base d'un niveau de preuves épidémiologiques insuffisant, mais des données expérimentales suffisantes. On trouve dans les groupes 2A les émissions provenant de la friture à haute température, les glyphosates, les DDT ou la consommation des viandes rouges et également les travails de nuit. Cette affiche présente l'organe cible de toutes les agences classées carcinogènes pour l'homme au groupe 1 par les programmes de monographie du CIRC. Et c'est là, les tests rouges s'affichent, bien sûr, vous ne pouvez pas les lire, mais il est disponible sur notre site web. Et pour les interventions montrant des indications suffisantes quant à leur efficacité pour la prévention du cancer dans les handbooks du CIRC. Et c'est la figure en vert dans les textes. Les organes cibles sont indiqués sur un être humain virtuel schématique qui présente à la fois les organes masculins et féminins. La fiche est mise à jour à chaque réunion du groupe de travail de monographie du CIRC ou des handbooks pour la prévention du cancer du CIRC, au cours desquels un nouveau agent groupe 1 ou un effet de prévention du cancer est identifié ou un nouvel organe cible pour un agent ou un effet connu est déterminé.
En collaboration avec les partenaires sanitaires français, notamment l'INCA et les experts internationaux, le CIRC a estimé la part de cancer attribuable aux facteurs de risque de cancer liés au mode de vie et à l'environnement en France l'année 2015. 13 facteurs de risque classés carcinogènes, certains ou probables par les monographies du CIRC, ont été étudiés, notamment le tabagisme et aussi le tabagisme passif, la consommation des boissons alcoolisées, l'alimentation et aussi la consommation insuffisante des fruits, des légumes, des fibres, des produits laitiers et la consommation excessive des viandes rouges et des charcuteries, les surpoids et l'obésité, l'activité physique insuffisante, l'utilisation des hormones exogènes, la durée insuffisante d'allaitement maternel, les infections, les radiations ionisantes, radon et radiations provenant des examens médicaux à visée diagnostique, la pollution atmosphérique, les rayonnements solaires au UV, les expositions professionnelles et exposition aux substances chimiques en population générale, comme l'arsenic dans l'eau des boissons et benzène dans l'air intérieur. Parmi les 386 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chez les adultes de 30 ans et plus en France 2015, 142 000 ont été attribuables à ces facteurs de risque étudiés, soit 41% de tous les nouveaux cas de cancer en France. Le tabac était le responsable des plus grands nombres, à peu près 20% ou plus de 68 000 nouveaux cas attribuables au tabagisme. Ensuite, l'alcool, 8%, l'alimentation, 5,4%, et le surpoids ou l'obésité, 5,4%. Parmi les facteurs liés au mode de vie, 3% du total, ou plus de 11 000 cas de cancer, sont attribuables aux rayons UV, 0,9% à une activité physique insuffisante, 0,7% aux radiations ionisantes d'origine médicale ou les examens diagnostiques et 0,6% aux hormones exogènes, contraceptifs oraux et traitements de la ménopause, et 0,5% à une durée d'allaitement insuffisante. Les facteurs environnementaux étaient responsables aussi d'une grosse partie des cancers. 4% pour les agents infectieux, 3,6% pour les expositions professionnelles, 1,2% pour les radons dans l'air intérieur, 0,4% pour la pollution atmosphérique et 0,1% pour l'exposition aux substances chimiques dans l'environnement général, comme l'arsenic dans l'eau des boissons ou les benzènes dans l'air intérieur. On retrouve à peu près les mêmes chiffres dans chaque pays européen. La plupart des facteurs étudiés sont complètement évitables ou au moins partiellement évitables et leur exposition doit être contrôlée ou éliminée dans la population. Je vais maintenant vous présenter les études du CIRC consacrées aux principaux facteurs de risque identifiés dans cette étude et les principaux avancées en matière de compréhension des facteurs de risque. Et on va commencer par l'alcool. En 2012, l'alcool ou l'éthanol était classé comme carcinogène par le CIRC groupe 1 et il était lié au moins à 7 types de cancers, l'œsophage, le foie, le colorectum et les seins. Une étude du CIRC a montré qu'il y a plus de 741 000 nouveaux cas de cancer dans le monde en année 2020 étaient directement liés à la consommation de l'alcool. Les dernières données ont été publiées dans un magazine qui s'appelle Lancet Oncology et ils indiquent que la consommation d'alcool à risque et excessive, ça veut dire plus de 2 verres par jour, représente la plus grande part de tous les cancers liés à l'alcool, à peu près 86% du total, mais aussi une consommation légère ou modérée, ça veut dire jusqu'à 2 verres par jour, représentait 1 sur 7 cas de cancer liés à l'alcool ou plus de 100 000 cas de nouveaux cas de cancer dans le monde. Ces résultats aussi indiquent qu'il faut absolument contrôler la consommation d'alcool
en France, en Europe et dans tout le monde. Et nous avons des données très spécifiques pour chaque pays du monde et pour chaque région dans ce qu'on appelle l'Observatoire global du cancer qui est dans notre site web et que vous pouvez consulter si vous êtes intéressé en plus de détails. En France, 20 000 nouveaux cas de cancer étaient attribuables à l'alcool en année 2020. 27% des nouveaux cas de cancer colorectal attribués à l'alcool, 21% des nouveaux cas de cancer du sein, 14% du cancer du foie, 12% des cancers du pharynx et 10% de la cavité orale. Ça, c'est énorme et il faut, chère Véronique, faire quelque chose. Merci. Une étude du CIRC a estimé l'impact de l'augmentation des taxes sur l'alcool et sur tous les cancers dans différentes régions européennes et dans toute la région européenne de l'Organisation mondiale de la santé. L'augmentation de la taxation de l'alcool peut réduire efficacement les cancers liés à l'alcool. Près de 11 000 nouveaux cas de cancer et près de 5 000 décès par cancer liés à l'alcool pourraient être évités chaque année dans la région européenne de l'OMS si on doublait la taxation sur les boissons alcoolisées. Cela représente au moins 6% des nouveaux cas de cancer attribuables à l'alcool et 6% des décès attribuables à l'alcool en Europe aujourd'hui. Ces données viendront étayer les cadres d'action de l'Organisation mondiale de la santé et on espère de la communauté européenne pour les périodes 2022 à 2025. On se tourne maintenant vers l'obésité. En 2014, le CIRC a estimé que 13% de la population adulte dans tout le monde était obèse, 11% chez les hommes et 15% chez les femmes. L'ensemble du globe est maintenant impacté par l'obésité et aucune région du globe ne montre une tendance à la diminution de l'obésité. La prévalence de l'obésité varie selon les régions et selon les pays et à l'intérieur de chaque région. Et l'obésité est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires, diabète et cancer et représente donc un problème majeur de santé publique. Le CIRC a estimé le nombre de cas de cancer dans le monde attribués à l'obésité en année 2012. 479 000 nouveaux cas de cancer dans le monde étaient attribuables à l'obésité et 195 000 nouveaux cas étaient attribués à l'obésité en Europe. Les principaux cancers attribués à l'obésité sont les cancers du sein en postménopause, de l'endomètre, du côlon, du rein, du rectum et du pancréas. Des études plus récentes ont montré que l'obésité augmente les risques des 12 cancers représentés à gauche dans cette diapositive. Le CIRC a montré les liens entre les facteurs environnementaux et l'obésité à droite de la diapositive. Les principaux facteurs incriminés sont la consommation des produits ultra-transformés, riches en acides gras saturés, acides gras trans-industriels, additifs alimentaires, sucre, ainsi que la consommation des boissons sucrées et l'inactivité physique. L'OMS recommande de favoriser les comportements sains et la prévention du surpoids et de l'obésité, surtout par limiter l'apport énergétique provenant de la consommation des produits ultra-transformés et la consommation davantage des fruits et des légumes et des légumineuses, des céréales complets et des fruits à croque, et avoir une activité physique régulière. Je passe maintenant aux agents infectieux. 2 200 000 nouveaux cas de cancer ont été attribuables aux agents infectieux dans le monde en 2018, avec 290 000 nouveaux cas de cancer attribuables aux agents infectieux dans la région européenne de l'OMS. Les principaux agents infectieux sont les Helicobacter pylori,
les papillomavirus humains et les virus de l'hépatite C et de l'hépatite B. Je vais vous parler des avancées majeures du cirque concernant les papillomavirus humains. En 1995, les monographes du cirque ont classé les virus des papillomes humains comme carcinogènes pour l'homme. Plus de 99% du cancer du col de l'utérus sont causés par une infection par HPV. La recherche d'implémentation du cirque a prouvé l'efficacité des vaccins contre les HPV et des programmes de dépistage permettent de détecter des lésions précancéreuses cervicales. Cette recherche du cirque a permis à l'OMS de lancer en 2020 l'initiative globale pour l'élimination du cancer du col de l'utérus. Le cirque a évalué ces 20 dernières années, puis modélisé l'efficacité de l'impact à long terme des programmes de vaccination contre les papillomavirus dans les pays à faible revenu, contribuant ainsi à la stratégie de l'Organisation mondiale de la santé visant à éliminer ces cancers dans tout le monde. Les données d'un essai clinique réalisé en Inde sur les vaccins contre l'HPV, la figure de gauche, ont montré que, 10 ans après la vaccination, les titres d'anticorps totaux et de neutralisation induits par une seule dose de vaccin quadrivalent pour les HPV sont au moins 2 fois plus efficaces que ceux obtenus par une infection naturelle. On a aussi constaté que 3 doses, 2 doses et 1 dose de vaccin HPV ont à peu près la même efficacité ou même supérieure avec une seule dose. Dans une nouvelle étude représentée dans la figure à droite, des chercheurs du cirque ont projeté l'impact attendu d'un programme national de vaccination de jeunes filles par une dose unique de vaccins contre le papillome en Inde. Ces projections sont basées sur 10 ans de données publiées par les cirques en 2021 à partir d'une étude de cohorte en Inde dans laquelle 17 000 participants ont reçu 1, 2 ou 3 doses de vaccins quadrivalents pour les papillomavirus. Et nous avons constaté qu'un programme national de vaccination à dose unique pour HPV pourrait en fait atteindre les objectifs de l'OMS d'éliminer des cancers des cols de l'utérus en Inde dans les prochaines décennies, en évitant plus d'1 million de cas et de morts des femmes par cette maladie. Alors, le gouvernement indien, basé sur ces données, a commencé il y a 1 mois la vaccination dans tous les pays pour les filles âgées de 10 ans avec 1 dose de vaccin. Et nous considérons ça un très bon exemple des applications des études que nous faisons ensemble avec Clara dans la santé publique à niveau mondial. Une étude récente, fruit d'une collaboration entre Erasmus University Medical Center aux Pays-Bas et les cirques, a réalisé avec les projets Demetric et LifePath. Elle comprend une évaluation comparative complète de l'ampleur et des tendances temporelles des inégalités socio-économiques en matière de cancer du col de l'utérus en Europe. Les données de mortalité par cancer du col de l'utérus en fonction des statuts socio-économiques mesurés par les niveaux d'éducation ont été collectées et harmonisées dans 18 pays de l'Europe et pour plusieurs périodes de temps au cours de la période 90-2015. Comme le montrent les graphiques, la variabilité de la mortalité par cancer du col de l'utérus ajustée sur l'âge est relativement étroite parmi les groupes à haut niveau d'éducation. La partie de la variabilité des inégalités entre les pays se limitant aux différences entre les groupes à faible niveau d'éducation. Cette situation reflète principalement les inégalités dans l'accès à l'adoption des programmes de dépistage efficaces qui peuvent détecter et éliminer les lésions précancéreuses et ainsi réduire l'incidence du cancer du col de l'utérus. Et l'impact de la vaccination contre les HPV n'est pas encore visible dans nos données actuelles.
L'implication immédiate est que la réduction des taux de mortalité par les cancers parmi les groupes populationnels les plus défavorisés est une étape cruciale pour diminuer les taux de mortalité par cancer nationaux et les fardeaux au niveau mondial. Ce programme du CIRC sur les inégalités sociales en matière de cancer fait partie du programme européen UNCAN.EU, An European Initiative to Understand Cancer, porté par la France et coordonné par le professeur Eric Solari, visant à créer une plateforme européenne regroupant l'ensemble des données destinées à mieux comprendre les cancers, incluant ceux de l'enfant et de l'adolescent. Je finirai cette présentation en vous mentionnant une étude en cours de finalisation financée par l'ECLARA sous la forme d'un OncoStarter. Ce projet est coordonné par le docteur Florence Lecalvez-Kelm qui est avec nous aujourd'hui. Cette étude a pour objectif d'évaluer un simple test urinaire par la méthode Droplet Digital PCR pour la détection et la suivi des cancers de la vessie. Ce test urinaire non invasif est basé sur la détection ultrasensible des mutations du promoteur du gène de la transcriptase inverse de la télomérase ou TERT dans l'urine. En 2015, la découverte d'une fréquence élevée de 2 mutations dans le promoteur du gène dans les carcinomes de la vessie et du haut tractus urinaire nous a amené à postuler que ces mutations spécifiques de la tumeur pourraient être détectées dans l'ADN et de l'urine chez les patients atteints de types de cancer et ainsi représenter un marqueur de détection précoce pour les cancers de la vessie. En première étude, l'étude Diaguro avait été menée par les CIRC sous la coordination du professeur Dr Lecalvez-Kelm en partenariat avec l'infirmerie protestante de Lyon et les protocoles de l'étude Diaguro ont ensuite été adaptés à des études similaires menées actuellement par nos partenaires en Russie et au Bangladesh. Dans ces études, les mutations du promoteur du gène TERT ont été détectées à une fréquence élevée, plus de 60%, à tous les stades et grades de cancer de la vessie et sont les altérations génétiques les plus fréquentes. Les objectifs des projets financés par l'ECLARA sont d'utiliser les connaissances techniques et scientifiques acquises lors du développement préalable de premiers tests pour mettre au point un simple test urinaire par la méthode Droplet Digital PCR capable de détecter la présence d'une ou plusieurs mutations en une seule réaction PCR. Ces tests pourraient être les premiers marqueurs urinaires à être utilisés en routine pour la détection précoce et le suivi médical des cancers de la vessie. Et Florence Lecalvez est là et elle pourrait répondre à des questions sur ces études s'il y a quelques-unes. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je voudrais encore saluer pour votre anniversaire ces 20 années. Nous venons de déménager à Gerland, au 7e arrondissement de Lyon, et je serai ravie de vous y accueillir quand vous voulez les visiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut poser une question ? Eric ? Survenue de certains cancers baisse en ce moment. Ça a été signalé en particulier sur les cancers colorectaux. Est-ce que le CIRC a une explication à cette observation ? Alors, oui, on observe effectivement, surtout pour les cancers du col, on observe à l'occurrence de plus en plus jeunes dans plusieurs pays du monde, de plusieurs régions du monde, surtout dans les pays de l'Ouest.
Et c'est certainement sur l'obésité une influence assez importante, la consommation de l'alcool probablement aussi. Mais oui, on fait des études, on a des gros projets à ces moments pour comprendre plus à fond pourquoi on observe ça. Effectivement, on l'observe. Et aussi, comme Pierre Hénault nous a dit, globalement, on observe une diminution de la mortalité, ce que c'est des très bonnes nouvelles en France et en Europe. Dans certains pays, ce n'est pas homogène. Comme je vous ai montré avec la figure des cancers du col utérin, dans les classes sociales plus aisées, la mortalité décline assez rapidement. Ce n'est pas le cas avec les classes sociales moins aisées. On observe des disparités socio-économiques très marquantes en France, dans l'Europe, en tout le monde, et elles sont en train de grandir, pas de diminuer à ce moment. Je passe la parole à mon coéquipier Pierre Saintigny. Donc le CLARA repose sur deux structures, ce qu'on appelle le directoire qui réunit les représentants des différentes organisations, universités, hôpitaux, laboratoires qui portent le CLARA. Puis un comité de pilotage scientifique qui est présidé par Pierre et qui est en fait la tête pensante sur le choix des actions et des stratégies scientifiques du CLARA. Je te remercie, Pierre. Non, vous avez bien fait de venir aujourd'hui pour ce 20e anniversaire, puisqu'on vient d'écouter une très belle perspective de Madame Weiderpass. Et j'ai l'honneur d'introduire le prochain orateur, qui est le professeur Eric Solari, qui est professeur de médecine, d'hématologie en particulier à l'université Paris-Saclay, et qui a été également directeur de la recherche à l'Institut Gustave Roussy pendant pas mal d'années. Et enfin, président du conseil scientifique de la Fondation ARC. Donc c'est un honneur pour nous de vous avoir ici et d'écouter votre perspective. Merci beaucoup pour cette introduction, Pierre. Merci pour l'invitation à cette journée anniversaire. Donc, voilà, le titre de ma présentation peut paraître un peu ronflant. C'est le titre qu'on a donné à un livre que la Fondation ARC vient de publier, qui était une sorte de deuxième édition. En fait, la Fondation ARC avait déjà fait un livre sur ce thème au début des années, il y a une dizaine d'années, au début des années 2010. Et il y a quelques mois, on s'était dit on va l'actualiser. Et en fait, on a essayé, mais actualiser les données d'il y a 10 ans, c'est pratiquement infaisable. Les choses ont tellement bougé entre-temps que ça s'est révélé infaisable. On a repris le livre de A à Z. Et c'est pour vous dire qu'on est dans un monde qui évolue très très vite dans le domaine de la recherche sur le cancer. Je suppose que c'est ça qui fait marcher. Il faut que j'aille là. Ah, ça, si, voilà. Alors, je vais y arriver. À réagir, ça va marcher. Ah, c'est dans l'autre sens, c'est pour ça, je suis dans le... Pardon. Ouais, ça y est, on va y arriver. D'accord, voilà. Donc, oh là là, ça va trop vite maintenant. Voilà, en fait, il y a quelques mois, j'ai donné un échange avec des personnes qui sont affiliées à une mutuelle qui soutient par ailleurs la Fondation ARC. Et la question que j'ai posée à ces personnes du grand public, c'était est-ce que le cancer, vous le percevez comme une maladie intrinsèque à l'espèce humaine ou comme un des effets de l'anthropocène? J'ai été surpris de voir que la réponse, c'est que finalement, beaucoup de gens pensent, et c'est peut-être un reflet de ce qu'Elisabeth vient de nous dire, c'est pense qu'on est en partie responsable par notre mode de vie et la façon dont on fonctionne, en tout cas c'est comme ça que j'interprète le résultat de cette maladie. Voilà. Alors, pour aborder le sujet, on va essayer de remonter dans l'histoire. Et souvent, pour le master de cancérologie qu'on organise à Paris-Saclay, j'introduis le sujet auprès des étudiants en posant la question de où en sommes-nous dans l'histoire de la cancérologie. Et comme c'est une maladie intrinsèque à l'espèce humaine, eh bien, si on remonte le temps, on retrouve depuis toujours des traces de cancer. Ce n'est pas facile de retrouver des traces de cancer dans les restes humains. C'est souvent des maladies qui se développent dans les tissus mous, mais dans une grotte d'Afrique du Sud, on a retrouvé des restes de sarcome osseux s'étant développés chez un hominidé. On n'était pas encore chez Sapiens sapiens.
il y a 1 700 000 ans. Donc c'est vraiment une pathologie qui a toujours existé et qui est probablement intrinsèque à la plupart des organismes multicellulaires. Par la suite, on a trouvé des empreintes de tumeurs humaines sur un crâne dans une grotte, dans la grotte du Lazare à Nice, chez un jeune pré-néandertalien. Et puis, par la suite, on a retrouvé des traces de cancer dans des momies en Égypte, et en particulier des traces de cancer du sein. Voilà. Le premier, vous savez, qui a formulé et qui a créé le terme de cancer, c'est Hippocrate. On est à peu près en 500 avant Jésus-Christ. Il décrit les cancers pour la première fois, il crée le terme, il classe déjà par organe et il propose une hypothèse physiopathologique qui est la rétention d'humeur. Et il parle d'atrabile. Et cette hypothèse physiopathologique va tenir quand même 2400 ans. Elle a été reprise en 200 avant Jésus-Christ par Galien, qui a dit c'est de la bile noire. Il a créé, lui, le terme de sarcome, donc deux termes qui il y avait le carcinome, maintenant il y a le sarcome. Ces termes persistent aujourd'hui. Par la suite, Péquet découvre la lymphe et dit c'est de la rétention de lymphe plutôt que d'humeur. Bon, chacun sa rétention. Et un peu plus tard, il y a un chirurgien français qui, lui, perçoit que la maladie peut diffuser au-delà de l'organe au niveau duquel elle apparaît. Et donc, il comprend qu'il y a une évolution métastatique possible, mais sans remettre en cause encore la rétention d'humeur. En Angleterre, à la même époque, Percival Pott, lui, décrit le premier cancer professionnel, le cancer du ramoneur. C'était des enfants qui descendaient dans les cheminées de Londres pour nettoyer les cheminées, enlever la suie, et qui développaient des cancers du scrotum à cause des frottements le long de la corde pour descendre dans la cheminée. Et donc, l'oncologie moderne, elle n'a démarré qu'il y a 170 ans avec une découverte, et c'est toujours comme ça que les grandes avancées se font, une découverte technique qui était la microscopie. La microscopie, elle avait été inventée au XVIIe siècle, mais c'était à l'époque un tuyau de bois avec une loupe au bout. Il a fallu du temps pour la perfectionner, et finalement, ce sont les perfectionnements de la microscopie qui ont permis à Virchow, autour de 1850, de formuler sa théorie cellulaire du cancer. Et comme à l'époque, l'anesthésie avait progressé aux États-Unis, l'asepsie commençait à se développer, ça a été le développement du traitement qui reste le premier traitement des cancers aujourd'hui, qui est le traitement chirurgical. 50 ans plus tard, c'est Röntgen qui découvre les rayons X, les Curie qui découvrent le radium, et très vite, les médecins s'emparent de ces découvertes pour lancer la radiothérapie. Nouvelle étape de 50 ans, c'est le développement de la chimie de synthèse qui sert d'abord à faire du gaz moutarde, et puis le gaz moutarde est utilisé en début de Seconde Guerre mondiale pour bombarder la ville de Bari au sud de l'Italie. Un médecin américain est dans le secteur, constate que toutes les personnes qui ont été exposées à ce gaz moutarde ont perdu leurs globules blancs. Il retravaille là-dessus aux États-Unis et il met au point la première chimiothérapie autour des années 50. Nouvelle période de 50 ans, qui est le développement de la biologie cellulaire et de la biologie moléculaire. On a découvert la structure de l'ADN, on a commencé à faire des karyotypes, et puis viennent toutes les découvertes associées. Et ça donnera lieu, autour de 2000, à l'émergence des thérapeutiques ciblées, 10 ans plus tard, des immune checkpoint blockers. Donc l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est où en sommes-nous? Quelle est la prochaine grande découverte qui va nous faire vraiment avancer sur le plan thérapeutique en cancérologie? Donc si on met ça en perspective, voilà, vous avez toutes les étapes de progression de la thérapeutique. Et si on regarde comment la société a réagi à une connaissance qui progressait de cette maladie, qui était aussi liée au fait que la population vieillissait, donc on avait plus le temps de voir des cancers. Et donc on voit que les associations caritatives sont apparues pour la première, la Ligue nationale contre le cancer, qui s'appelait alors Ligue franco-américaine en 1917. Gustave Roussy a formalisé le concept d'approche multidisciplinaire du cancer en 1926 et créé ensuite un institut du cancer. L'ARC est créé en 1962, puis vient le plan cancer, 2003, la création du CLARA, et quelques années après, un plan européen contre le cancer, le Europe's Beating Cancer Plan, qui a été lancé en 2021. Voilà, donc on en est là. Pendant on pourrait dire ces 50 dernières années, en fait, avec le développement en particulier de la génétique, on a vécu sur une approche néo-darwinienne du cancer.
une approche qu'on pourrait qualifier de réductionniste, qui a été notamment formulée par Peter Nowell, qui en 1960 a découvert dans la leucémie myéloïde chronique le fameux chromosome Philadelphie, il travaillait à Philadelphie, la translocation 922, qui est présente dans toutes les cellules des patients, des cellules leucémiques, des patients atteints de leucémie myéloïde chronique. Et donc, il a conceptualisé très vite cette découverte en disant le cancer, c'est une maladie cellulaire, a priori une maladie plutôt de la cellule souche, et une maladie de la cellule souche dans laquelle sont apparues des altérations génétiques. Et les années qui ont suivi ont conduit à renforcer cette vision, puisque ensuite Warmus et Bischoff ont décrit les oncogènes, on a eu les oncogènes, les gènes suppresseurs de tumeurs, et on peut dire que cette vision réductionniste du cancer, elle culmine en 2000 avec le papier de Weinberg et Duganan dans Cell, qui a été très, très souvent repris, puis ensuite a d'ailleurs actualisé dans les années qui ont suivi, et qui met la cellule malade comme l'élément central, et cellule qui acquiert un certain nombre de propriétés qui lui permettent de se développer dans l'organisme. Cette vision cellulaire du cancer, elle a été renforcée par le développement des technologies de génomique et de omique d'ailleurs en général au cours de ces dernières années, où on a beaucoup étudié ces fameuses cellules malades. On a décrit, en 2013, il y a 10 ans, une signature moléculaire des tumeurs. On est capable, de façon quasiment agnostique, en regardant simplement les mutations le long du génome, de retrouver une partie des mécanismes impliqués dans l'apparition d'un cancer. On va avoir la signature de l'exposition aux ultraviolets, la signature de l'exposition au tabac, la signature simplement du vieillissement, etc. Et à cette époque, l'équipe du Sanger Institute a été capable de montrer que chaque tumeur, là on a des cancers du sein, du col, du colorectal, une leucémie, un cancer du poumon, un mélanome. Pour chaque colonne, c'est un patient, et la tumeur de chaque patient est constituée en proportion variable de plusieurs signatures mutationnelles qui témoignent de différents processus oncogéniques à l'œuvre dans la cellule malade. Alors on voit bien qu'il y a des signatures qui sont communes à plusieurs types de cancers, et l'une des plus communes est la signature simplement du vieillissement, et puis il y a des signatures d'exposition, comme la signature d'exposition aux UV dans les mélanomes, qui est en jaune, comme vous pouvez l'imaginer sur le schéma qui vous est montré. Donc voilà, on a une description de plus en plus précise des mécanismes oncogéniques à l'œuvre dans les cellules tumorales. On a de ce fait une description de plus en plus précise des tumeurs. On a décrit des cancers du poumon, puis ensuite des cancers du poumon à petites et à grandes cellules, puis mutérases, pas mutérases, puis maintenant avec des charges mutationnelles fortes et pas fortes. Et on pourrait continuer comme ça, de telle sorte que chaque tumeur, la tumeur de chaque patient, devient une entité rare, et que pour comprendre ces entités rares, on aura certainement besoin de se regrouper, et c'est probablement un des objectifs des plans européens de lutte contre le cancer, que de se mettre tous ensemble pour collecter suffisamment de cas de ces cancers de ces entités de plus en plus rares, et les comprendre. L'histoire n'est pas que génétique, elle est aussi épigénétique. Sur cette diapositive, c'est l'analyse des cellules sanguines d'un patient atteint d'une leucémie chronique, dans laquelle on a une répartition anormale des monocytes reconnus par les marqueurs CD4, et CD14 et CD16. Vous voyez qu'il y a 3 parties et qu'il y en a 2 qui sont vides chez le patient avant traitement. Et quand on traite ces patients avec des agents hypométhylants qui sont des épidrogues, qui n'ont un effet que sur l'épigénétique et qui n'ont aucun effet moléculaire, on voit à droite que le patient répond au traitement, restaure complètement, corrige son phénotype. Là, c'est le phénotype des monocytes, mais si on regardait, sa rate a disparu, son hémogramme s'est normalisé. Bref, on a un traitement qui fonctionne. Et pour autant, quand on regarde simplement la génétique, on voit que la VAF, c'est-à-dire la fréquence des mutations à l'état de base, et la fréquence en rémission est exactement sur la même ligne, c'est-à-dire qu'en fait, n'a pas bougé du tout sous traitement. Donc on a des traitements, des épidrogues qui sont capables de restaurer un phénotype normal sans avoir éliminé du tout les altérations génétiques dans le clone. Et en fait, dans ce cas-là, la génétique continue à évoluer à bas prix. Donc il y a une composante épigénétique qui est également importante. Et puis, finalement, pour terminer cette séquence,
on arrive en 2010 avec le développement des inhibiteurs de point contrôle, qui sont une forme de révolution thérapeutique, puisque pour la première fois, contrairement à la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapeutiques ciblées qui s'attaquaient toutes directement à la cellule tumorale, là, on va chercher de l'aide, on va chercher les cellules du système immunitaire pour éliminer les cellules malades. C'est une forme de révolution conceptuelle et thérapeutique. Voilà, mais on est toujours quand même plus ou moins dans la théorie réductionniste. Et donc, on se dirige en ce moment vers une révolution épistémologique. On va quitter la vision réductionniste, et c'était exactement les conclusions de la mission Cancer, puisque la mission Cancer, lorsqu'elle a proposé de lancer le projet UNCAN, dont je vais vous dire un mot tout à l'heure, c'était attaquons-nous aux relations entre la tumeur et l'hôte. Voilà, c'est un peu la ligne directrice qui était fournie par la mission Cancer. Alors, en fait, on passe progressivement d'une approche réductionniste à une vision holistique. Vous connaissez le sarcome de Rousse, donc ce virus qui peut induire un sarcome chez le poulet. Et une chercheuse bien connue du domaine qui s'appelle Mina Bissell avait montré dans les années 80 que si elle injectait le virus à un embryon de poulet, il ne développait pas de tumeur, sauf si elle frottait quelque part, par exemple l'aile contralatérale du site d'injection, avec un produit qui déclenchait de l'inflammation. Et à ce moment-là, au site d'inflammation, elle voyait émerger une tumeur. Donc elle avait déjà théorisé le fait qu'une tumeur, ça ne se développait pas seulement parce qu'il y avait un agent oncogénique, mais aussi parce qu'il y avait un environnement qui permettait à la tumeur de se développer. Donc ce n'était pas très entendu à l'époque, mais néanmoins c'était déjà une forme de révolution conceptuelle. Et cette révolution a probablement été renforcée par cette découverte qui date simplement de 2015, là encore du Sanger Institute. Ce que vous avez dessiné sur la diapositive à gauche, ce sont des morceaux de paupières de gens qui ont fait de la chirurgie esthétique, qui se sont fait retirer un bout de paupière parce qu'ils trouvaient qu'elle tombait trop. Et donc les biologistes ont fait des petits prélèvements dans cette peau et ils ont séquencé et ils sont aperçus qu'on trouvait 6 clones de cellules mutées par millimètre carré de peau au niveau de nos paupières. Voilà. C'était quand même assez fascinant parce que c'est des mutations qui étaient dans ces clones et c'est des gens qui ont 20 ans, 25 ans, 40 ans, il y avait tous les âges. Et ils ont trouvé des mutations de Notch, des mutations de TP53, des mutations d'FGFR3. Ceux qui sont dans le domaine savent bien que ce sont des mutations très fortement oncogéniques. Donc, cette première observation a été depuis largement vérifiée. Et en fait, dans tous nos tissus, on trouve des clones mutés. En fait, ces clones, ils s'accumulent avec l'âge. Vous avez ici, ça a été fait au niveau de l'œsophage, et vous voyez que le nombre de clones est plus élevé à 72 ans qu'à 20 ans. Et il augmente assez régulièrement. Donc, une des marques du vieillissement, c'est d'accumuler dans tous nos tissus des clones de cellules porteuses de mutations considérées comme fortement oncogéniques. Voilà. Donc, la question, c'est pourquoi on ne développe pas plus de cancers avec tous ces clones de cellules mutées. À 50 ans, on a quand même 50% de nos tissus sont envahis de clones de cellules mutées. Et pourtant, une des grandes questions de la recherche en cancérologie actuelle, c'est pourquoi on développe si peu de cancers avec autant de clones dans nos tissus. Alors, il est probable que la plupart de ces clones entrent en sénescence et sont éliminés et se renouvellent de plus en plus vite peut-être. Notre système immunitaire au départ les élimine, puis après met beaucoup plus de temps à le faire parce que lui aussi entre en sénescence. Mais la transition finalement maintenant de cellules normales à cellules malades, elle est devenue floue parce qu'on ne sait plus très bien à quel moment on part d'une cellule mutée et on devient un cancer. En plus, on s'aperçoit que ces clones, si on regarde ceux qu'on trouve dans le sang et qu'on appelle maintenant CHIP, clonal hématopoïésis de signification indéterminée, pour dire les choses en français, on s'aperçoit qu'on a aussi une hématopoïèse qui, au cours de notre vie, devient de plus en plus oligoclonale, et puis on voit des clones qui émergent. Alors on considère qu'en ce moment, et depuis la dernière révision de la classification OMS l'année dernière, c'est rentré dans la classification OMS, on a une hématopoïèse clonale à partir du moment où on a un clone qui fait plus de 2% de nos cellules sanguines, mais 2% c'est énorme en fait. Et donc on s'aperçoit qu'au fur et à mesure du vieillissement, on a de plus en plus de gens qui ont ces hématopoïèses clonales.
Et évidemment, on s'y attendait un peu, il y a un risque accru d'hémopathie maligne chez les personnes chez qui on détecte cette hématopoïèse clonale, mais pas que. Et en fait, la grande surprise, c'est que ces gens développent aussi beaucoup plus de maladies cardiovasculaires, de gouttes, de maladies inflammatoires hépatiques et d'autres maladies, et peut-être un peu moins de maladies neurodégénératives, ce qui là pour l'instant n'est pas du tout clair. Bref, ces clones, ils n'ont pas un impact que sur la cancérologie, ils ont d'autres effets. Ces clones, ils apparaissent depuis très longtemps. En fait, ces toutes dernières années, le parcours de ces clones a été reconstitué. Et si on prend les clones JAK2, JAK2, c'est la mutation responsable de la maladie de Vaquez ou polyglobulie, donc une mutation très bien codifiée. Eh bien, c'est des gens qui, généralement, la polyglobulie, le diagnostic se fait autour de 50-60 ans habituellement. Eh bien, en fait, le premier clone, il est apparu dans l'enfance et quelquefois dans l'embryogénèse. Donc en fait, la toute première mutation qui servira de base au développement de la maladie autour de 50-60 ans était là déjà, quasiment à la naissance ou apparue peu de temps après. Et puis ces clones ensuite progressent très très lentement au cours de la vie. Donc les mutations ne leur donnent pas un pouvoir prolifératif très fort, mais ils progressent très lentement. Et puis chez certains, ils donnent lieu à la maladie, chez d'autres pas. Bon. Et donc, encore une fois, la cellule d'origine d'un cancer peut très bien avoir été générée en termes de premier événement génétique somatique au cours de l'enfance, voire au cours de l'embryogénèse, ce qui quand même remet là encore en cause beaucoup de nos perspectives antérieures. Alors, la question, c'est pourquoi un clone émerge. Alors, il y a des situations dans lesquelles c'est assez clair. Il y a des facteurs intercurrents qui peuvent déclencher l'émergence d'un clone. Dans le passé, quand on voyait quelqu'un qui avait un premier cancer qu'on traitait par chimiothérapie, radiothérapie et qui 10 ans après développait une leucémie aiguë, on se disait, ça y est, avec notre traitement, chimiothérapie, radiothérapie, on a induit des dommages au niveau de l'ADN et on a généré un deuxième cancer. En réalité, ça existe, mais il y a une autre formule qui est que le traitement chimiothérapique et radiothérapique, en changeant simplement l'environnement, l'organisme, les équilibres à l'intérieur de l'organisme, a permis à un clone préexistant d'émerger, de se développer et de donner lieu, quelques années plus tard, à une leucémie. C'est vrai pour les clones mutés P53 qui circulent dans le sang, qui, dès qu'il y a un événement extérieur, peuvent en profiter pour se développer. Sinon, ils ne bougent pas du tout. Ils restent extrêmement stables jusqu'à ce qu'un événement extérieur vienne changer le paysage. C'est vrai aussi pour quelques autres mutations. Voilà. Et puis, des données d'autopsie réalisées chez des jeunes hommes qui étaient décédés entre 10 et 49 ans accidentellement ont montré qu'on trouvait des cancers de la prostate avec une certaine fréquence dès la troisième décade, si on peut dire, et ça augmente en âge. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on peut avoir des micro-cancers dans certains organes qui ne bougent pas et qui ne bougeront peut-être jamais. Donc, encore une fois, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que la frontière entre normalité et cancer est beaucoup plus floue qu'elle n'était auparavant, où on avait le concept oncogène. Et bien, oncogène, une cellule avec un oncogène muté est une cellule devenue tumorale. C'est plus du tout ça. Voilà. Et donc, pour pousser le concept jusqu'au bout, on connaît des situations cliniques où on trouve des métastases d'un cancer dont le primitif n'est pas retrouvé, parce que lui est probablement sous contrôle de son environnement, ce qui n'est pas le cas de la métastase. Alors l'inflammation, c'est sans doute un facteur cancérigène important qui peut expliquer l'émergence d'un certain nombre de clones. On sait que pour faire s'expandre un clone hématopoïétique circulant en particulier, il y a des facteurs génétiques constitutifs qui font que certains clones vont grossir plus vite que d'autres. Il y a simplement le vieillissement, les clones grossissent au cours du vieillissement. Il y a le mode de vie, il y a les toxiques auxquels on s'expose. Il y a les différentes expositions à des pathogènes. Tout ça provoque l'expansion d'un clone circulant. Et en fait, la raison pour laquelle ensuite ce clone circulant, en ce qui concerne l'hématopoïèse, peut prédisposer à d'autres maladies, c'est que les cellules qui appartiennent à ces clones ont un phénotype très pro-inflammatoire. En particulier, les cellules myéloïdes circulantes crachent des cytokines pro-inflammatoires qui vont contribuer non seulement à peut-être évoluer vers une hémopathie maligne, ça c'est simplement 1% des clones par an qui vont évoluer vers une hémopathie maligne, mais aussi à augmenter considérablement la fréquence des lésions cardiovasculaires et athérosclérose en particulier, et à promouvoir aussi un phénotype de vieillissement.
Voilà, donc maintenant, on en est là. On sait que maintenant, on peut détecter avec les techniques de génétique actuelles des clones circulants. Et évidemment, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, apparaît une nouvelle pratique médicale qui est la consultation chip, qui est la consultation où on voit des patients chez qui on a découvert des hématopoïèses clonales. Ça émerge tout juste. C'est pas sûr qu'on ait des réponses très concrètes pour l'instant à apporter, mais ça vient. Et donc, quand on détecte une mutation clonale, par exemple lors d'une rechute d'une hémopathie maligne, mais aussi lors du bilan simplement d'une anomalie sanguine, on voit quelqu'un qui a une petite anémie, on ne sait pas l'expliquer, on trouve un clone, ou bien simplement lors d'une biopsie liquide pour une tumeur solide. Maintenant, on en fait de plus en plus, et hop, on découvre au passage qu'il y a un clone circulant dans le sang, ou dans le bilan d'un événement cardiovasculaire, une thrombose inexpliquée, etc. Voir l'exploration d'un donneur de moelle, voir un séquençage systématique, puisqu'il y a des gens qui se font séquencer pour voir. On peut très bien découvrir une mutation dans un gène driver qui circule dans le sang avec un pourcentage variable. Et la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, il y a déjà des initiatives interventionnelles qui émergent, sur lesquelles certains proposent des anti-inflammatoires pour bloquer l'effet pro-inflammatoire de ces clones qui émergent dans le sang. Donc, vous voyez, on s'éloigne presque en partie de la cancérologie. En tout cas, voilà, la cancérologie évolue en ce sens que maintenant, on sait que nos tissus sont faits de clones de cellules mutées et que la question se pose maintenant de comment prévenir la transformation d'un de ces clones en cellules malignes. S'il se transforme, comment on peut l'intercepter avant qu'il donne une tumeur sévère, éventuellement métastatique, et si le cancer néanmoins métastase, comment on le traite. Donc, le champ de l'approche a complètement évolué. Donc, en fait, l'approche réductionniste, elle tient encore pour certains modèles simples. Il y a quelques leucémies pour lesquelles un seul événement oncogénique ou des cancers pédiatriques pour lesquels il y a très peu d'événements oncogéniques suffisent pour une raison X à déclencher une tumeur. Et dans ces cas-là, des thérapeutiques ciblées peuvent être extrêmement efficaces et même permettre d'obtenir la guérison. Et on arrive à obtenir maintenant des guérisons sans chimiothérapie ou radiothérapie. Et puis, la plupart des tumeurs, malheureusement, sont des modèles plus complexes pour lesquels il faut une approche holistique, et pas l'approche holistique des naturopathes, comme sur cette image des vétérinaires, mais plutôt une approche prenant en compte les cellules mutées, mais aussi leur environnement pour voir émerger la tumeur et ensuite pour prendre en charge le traitement de ces tumeurs. Donc, la question maintenant, c'est quelle est la prochaine étape ? Si on regarde la façon dont réfléchit le NCI aux États-Unis en termes de recherche sur le cancer, le NCI, dans son plan d'action d'il y a quelques années, disait il faut soutenir la science fondamentale, ça a été déjà bien dit ce matin. Il faut adapter les études cliniques au développement exponentiel du nombre de médicaments, ça a été déjà évoqué également. Il faut toujours continuer à former des jeunes à la recherche en cancérologie et il faut prendre en compte ces nouvelles technologies qui génèrent des données massives et données massives qu'on n'avait absolument pas il y a simplement 20 ans. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que la production des données massives, c'est ça la prochaine révolution thérapeutique qui pourra permettre peut-être d'aller vers une approche thérapeutique plus holistique ? Donc c'est dans ce contexte qu'a émergé, sous les auspices de la mission cancer et aussi partagé avec le Europe's Beating Cancer Plan, une initiative européenne pour Anderson Cancer. En fait, le raisonnement, c'est que si on veut continuer à progresser, d'abord en termes d'incidence, je parle sous le contrôle d'Elisabeth, mais la prédiction, c'est que l'incidence des cancers ne va cesser d'augmenter dans les 20 années qui viennent. La population vieillit, les expositions toxiques se multiplient, il y a l'obésité, il y a d'autres facteurs qui ont été largement évoqués ce matin. Donc ça va continuer à augmenter, le coût des médicaments augmente, le système va exploser, il faut, pour différentes raisons, s'emparer du sujet et l'Europe s'en empare. Et la façon dont la Commission européenne a traduit cette demande, c'est qu'il faut faire une plateforme digitale dans laquelle les chercheurs du monde entier auront en open access la possibilité d'examiner des données massives collectées de multiples sources. Voilà le principe. Donc, pour faire ça, l'Europe a lancé ce qu'ils appellent une Coordination and Support Action, c'est-à-dire une initiative assez brève, vous allez voir, de 15 mois, qui s'appelle For Uncanny EU, dans laquelle on va d'abord réfléchir à comment créer un European Federated Cancer Research Data Hub, où on va essayer de mettre ensemble au niveau européen toutes les données que l'on génère en recherche.
Alimenter ces données, ça c'est notre vision, avec des use cases qui s'apparentent au grand challenge qu'a évoqué tout à l'heure Bruno dans son introduction pour l'INCa, en parlant des grands challenges du CRUC. En impliquant les patients, les groupes de patients et les citoyens pour ne pas déconnecter le travail des chercheurs de la réalité et communiquer, et en adressant la question des inégalités qui, évidemment, ça a été largement dit, une question essentielle. Donc voilà les éléments qui sont dans la Coordination Support Action, et on doit délivrer une proposition de structuration de la plateforme UNCAN le 30 novembre prochain, 2023. Donc pour faire ça, on a un consortium européen, comme il est classique, qui implique 20 États membres de la communauté européenne, 29 partenaires. On a 15 mois pour faire notre travail et c'est piloté par l'INSERM, comme ça a été dit tout à l'heure. Alors, l'idée, c'est de créer en Europe un data hub qui va collecter toutes données possibles de recherche sur le cancer. Et idéalement, et si on y parvient, je pense qu'on sera les premiers au monde, l'Europe sera pour une fois en tête pour sa capacité à mettre ensemble des données qui seront des données de patients, des données cliniques, des données d'image, des données de omics. Ça, il y a déjà des projets européens en cours qui montrent que techniquement, c'est faisable, on peut y arriver. On pourrait connecter aussi à des données style de vie. Et puis aussi peut-être collecter des données de modèles de recherche, des données de modèles animaux, des données d'organoïdes, des données de PDX, de mettre tout ça à disposition dans un système qui sera nécessairement... Alors, on va collecter ces données de tout un tas d'infrastructures. On a évoqué les Comprehensive Cancer Centers, les Comprehensive Cancer Infrastructures, les infrastructures de recherche, de transstationnelles ou de basiques. Tout ça va être mis en cause, mais surtout, en termes d'organisation, c'est forcément un Federated Cancer Research Data Hub, parce qu'il y a quelque chose avec lequel on ne peut pas transiger, c'est la régulation GDPR. Donc, les données cliniques ne peuvent pas circuler entre les États membres. C'est probablement dommage, mais c'est comme ça. Donc, en fait, les données resteront là où elles sont, mais elles seront fédérées. Et la question maintenant est de créer un National Data Hub. Donc, en France, l'INCa est en train de s'emparer du sujet. Je parle sous le contrôle de Bruno. L'idée est d'utiliser le référentiel Osiris, sur lequel les centres dont Léon Bérard, ici à Lyon, travaillent depuis un moment, comme référentiel de standardisation des données, et d'avoir donc un National Hub sous le contrôle de l'Institut national du cancer qui piloterait en fait ce nœud national, lequel serait ensuite mis en réseau avec d'autres nœuds nationaux qui sont en cours de structuration chez nos partenaires européens. Éventuellement, pour les données modèles qui ne relèvent pas du GDPR, on pourra avoir une partie centralisée. Reste à voir si c'est d'ailleurs absolument nécessaire. Et puis, comme tout le monde ne sera pas prêt au même moment, l'idée c'est d'avancer par étapes, c'est-à-dire que ne vont rentrer dans le jeu au départ que ceux qui ont pu structurer un National Hub, et puis on va avancer par étapes en agrégeant dans cette plateforme UNCAN plus d'États membres pour collecter des données. Donc voilà, si on résume le schéma, c'est créer le UNCAN, c'est créer un data hub de données de recherche sur le cancer, alimenté avec des use cases qu'on aimerait, mais c'est un débat, être à la hauteur des grands challenges lancés par le CRUC ou du programme Moonshot des Américains. Il faut que l'Europe ait son propre programme, impliquant des patients et des citoyens européens dans la gouvernance et le pilotage, et adressant au passage toutes les questions d'inégalité en termes de recherche sur le cancer à travers les États membres. Alors, j'ai encore un peu de temps, ça va ? Donc, quels sont les use cases qu'on a en tête ? Donc, on veut couvrir 6 domaines, et donc on a d'abord des use cases sur la prévention. Donc, on a vu maintenant tout à l'heure qu'on est tous porteurs de clones, très bien. Donc, comment on va gérer ça et comment on pourrait utiliser le concept proposé par Elizabeth Blackburn il y a un peu plus de 10 ans, qui est le concept d'interception, c'est-à-dire intercepter la tumeur avant même qu'elle soit visible cliniquement. Et pour ça, il faut vraiment se réattaquer à la transition cellule normale, cellule malade. Comment on peut comprendre la transition de tissu sain à tissu tumoral ? Est-ce qu'on peut ensuite, et c'est un autre point qui est déjà lancé de recherche, qui est est-ce qu'on peut personnaliser le plan de prévention ? Est-ce qu'on peut comprendre des prédispositions mieux ? Vraiment, ça, ce sont des sujets vraiment de recherche importantes. Et est-ce qu'on peut évidemment mesurer l'impact des écosystèmes individuels, microbiote, tous les facteurs internes qui peuvent jouer un rôle, prédisposition génétique, etc., et collectif
à quoi sommes-nous exposés qui pourrait favoriser l'émergence de la tumeur. Donc voilà un peu des pistes sur lesquelles on travaille en ce moment, pour lesquelles on pourrait définir des use cases. En termes de diagnostic précoce, il y a eu, il y a quelques années, un programme Lifetime qui avait été piloté en Europe, qui n'a pas émergé finalement, qui n'a pas convaincu la Commission européenne, mais qui avait quand même lancé le concept d'études longitudinales à l'échelle unicellulaire pour essayer de bien détecter très tôt les transformations. C'est quelque chose qui mériterait d'être repris, réactualisé, de travailler sur la progression des lésions prénéoplasiques, de travailler sur les biomarqueurs non invasifs, bien sûr, ils ont été évoqués tout à l'heure, sur l'analyse d'images. Il y a énormément de travail à faire avec l'intelligence artificielle sur l'analyse d'images et sur le dépistage aussi personnalisé en fonction du risque propre et non pas selon une politique publique qui est suivie, comme vous le savez en France, à moins de 50% par la population. Troisième use case, évidemment les cancers pédiatriques qui restent un sujet ultra sensible. Travailler sur la génétique constitutive, les spécificités biologiques des cancers pédiatriques, le lien avec la biologie du développement et sur aussi un sujet difficile dans le domaine qui est l'accès aux médicaments et la toxicité spécifique de ces médicaments pour lesquels en plus il faut avoir une vision à long terme. Donc comment aussi on peut aller vers, dans certains cas, une désescalade thérapeutique. À l'autre bout de l'échelle, je pense qu'on peut dire que il y a un des facteurs qui va conduire à l'augmentation de l'incidence des cancers, c'est le vieillissement de la population qui continue. Et donc l'enjeu maintenant pour nos sociétés, c'est pas simplement de regarder la population vieillir, c'est s'assurer qu'elle vieillit avec un vieillissement de qualité. On n'y est pas. Et donc il y a beaucoup de questions autour du vieillissement. On peut dire que ça tombe bien, la biologie du vieillissement, elle a énormément progressé au cours des 40 dernières années. Il y a eu des découvertes majeures, tous les travaux sur la sénescence, les télomères. Maintenant, il y a un certain nombre de hallmarks bien identifiés sur le vieillissement. Donc, il y a vraiment des pistes d'amélioration et on commence à y avoir des interventions pour limiter les effets du vieillissement. Aujourd'hui, quand une personne âgée a un cancer, d'abord, elle ne peut pas rentrer dans un essai clinique. Ensuite, on lui fait une évaluation gériatrique qui prend une journée entière et qui est extrêmement time-consuming et imprécise et subjective. Il y a des pistes pour travailler sur un âge biologique à la place d'un âge civil qui pourrait être une aide importante et accélératrice. On pourrait aussi ralentir tout ce qui est immunaging, inflammaging, c'est-à-dire tout ce que le vieillissement provoque au niveau du système immunitaire. Et commencer à intercepter les effets du vieillissement. Il y a des essais, je vous le disais, en cours avec des agents sénolytiques. On pourrait imaginer de défragmenter nos tissus en éliminant ces cellules sénescentes tous les 3 mois avec un sénolytique, voilà, comme on fait avec le disque dur, on défragmente et puis on repart. Voilà. C'est une des voies de travail, évidemment, pour l'instant c'est complètement de la fiction, mais c'est un joli sujet de recherche. On pourrait contrôler le métabolisme, ça a été dit à propos de l'obésité et de beaucoup d'autres facteurs. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas un début. Ce qu'il y a en bas, c'est une courbe d'âge des patients qui reçoivent une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques pour une hémopathie maligne. Et vous voyez à quel point l'âge moyen est passé de 30 ans à 70 ans actuellement, et on greffe maintenant jusqu'à 80 ans en greffe allogénique. Donc la médecine s'est déjà emparée de cette question du vieillissement et de l'adaptation des thérapeutiques aux personnes âgées, mais il y a encore une grosse marge de travail. J'ai refait quelque chose que je n'aurais pas dû là. Merci. Et donc, autre use case, la sensibilité et la résistance aux thérapeutiques, ça évidemment, ça reste toujours au cœur de nos préoccupations. Et je pense que quelque chose qu'on n'a pas pour l'instant, ce sont des études longitudinales en cours de traitement pour voir un peu comment les patients et la maladie évoluent sous traitement. Et avec les technologies d'évaluation à l'échelle unicellulaire dont on dispose actuellement, on pourrait vraiment collecter des données extrêmement informatives sur ce sujet. Ça a été discuté récemment lors d'un de nos workshops. Comprendre aussi avec les modèles humanisés, les analyses systémiques et traiter, innover, revenir à la pharmacologie, développer des essais académiques comme l'a évoqué Bono tout à l'heure. Enfin, dernier point, les survivants des cancers, 60% de cancers guéris maintenant, 40% de personnes qui survivent à leur cancer ou qui vivent avec et qui ont besoin d'être pris en charge. Ça pose des questions des effets à long terme du traitement et de la maladie, de la désescalade thérapeutique, de l'impact socio-économique de tous ces événements. Donc voilà nos pistes, 6 domaines de recherche pour lesquels il y a autant de challenges en recherche sur le cancer qui vont de la prévention du diagnostic précoce jusqu'au survivorship en passant par l'impact de l'âge sur les cancers.
Pour ce qui est du mode de fonctionnement, l'idée c'est de commencer avec des use cases, de commencer à générer des données, d'apprendre à les partager ensemble au niveau européen, donc de créer le réseau qui va permettre de partager ça. Dans notre esprit, ça va demander quelques années pour monter le système. Et puis ensuite, les données qui sont analysées vont elles-mêmes faire l'objet d'une analyse et vont être avec les outils de l'intelligence artificielle dont on dispose maintenant. Et on a besoin d'un board scientifique et stratégique de niveau ERC pour ensuite relancer la machine et voir un peu comment on peut enrichir cette base au cours du temps et réadresser les challenges en recherche sur le cancer au cours du temps. Voilà, donc on travaille avec des workshops. Le dernier a eu lieu la semaine dernière à Barcelone. Le prochain aura lieu à Rome pour définir des use cases en mai. Et puis ensuite à Bruxelles pour travailler avec les infrastructures européennes. Et on aura un meeting de restitution en octobre à Bruxelles. Et avec ça, je vous remercie de votre attention. Et ne bougez pas, Monsieur Solari, juste s'il y a une ou deux questions peut-être dans le public. Oui ? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci pour cette présentation très intéressante. J'avais une question pour la partie sur le traitement hypométhylant. Est-ce que les cellules cancéreuses après traitement meurent ou c'est juste un traitement qui normalise, on va dire, leur phénotype et fait qu'elles se reconvertissent entre guillemets en monocytes? Alors en fait, oui, il y a un effet effectivement cytotoxique partiel des médicaments, mais pas suffisant justement pour éliminer le clone. Et c'est pour ça que quand on regarde les altérations génétiques, elles persistent parce qu'il n'y a pas d'éradication complète du clone. Il y a simplement on rééquilibre le système hématopoïétique dans cet exemple précis que je vous ai montré. Donc les épidrogues n'arrivent pas à éliminer réellement les trucs, elles les reprogramment, comme on a eu aussi dans d'autres domaines des traitements différenciants qui souvent, les IDH inhibiteurs par exemple en thérapeutique ciblée sont développés en ce moment, font un peu le même effet, c'est-à-dire qu'ils reprogramment les cellules, mais les cellules persistent néanmoins avec leurs altérations génétiques, c'est-à-dire que ça ne suffit pas à éradiquer la maladie. Oui, il y a une autre question, Véronique. Oui, bonjour Eric, merci beaucoup pour cette présentation. Je me demandais s'il était envisagé de prendre aussi en compte le stress, la part du stress dans l'émergence et l'évolution des cancers, et comment on pouvait travailler cet aspect à ce niveau européen, par exemple. Alors, oui, cette question elle est régulièrement sur la table. Je pense que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'élément de réponse très concret. Ça pourrait être, si l'occasion se présente, dans la liste des sujets à aborder au cours du temps. Ce n'est pas listé aujourd'hui, mais ça pourrait l'être, pourquoi pas. Il faut voir sur quelle base on part et comment on peut construire. Béatrice. Merci Eric pour cette présentation, l'historique et les développements et perspectives. Et évidemment, je suis plus particulièrement intéressée par cette vision présentée sur la prévention. Avec ces connaissances, effectivement, ce n'est pas un événement one-shot, le développement du cancer, mais quelque chose qui peut se développer sur de très longues années avec des interactions dans une approche assez moléculaire pour gérer cette problématique des interactions à la fois des facteurs externes et des effets propres des clones lorsqu'ils sont présents. Est-ce que dans l'approche, est-ce qu'il ne faudra pas aussi avoir quelque chose qui à la fois réfléchir sur des prises en charge moléculaires, mais aussi de voir comment les changements de comportement pourraient interagir avec ça? Et on a un petit peu l'impression qu'il y a aujourd'hui une évolution qui dit qu'on va peut-être pouvoir le gérer sur le plan moléculaire et thérapeutique, et ça peut donner des messages que finalement continuer à fumer, à rester un peu sédentaire, et que de mettre l'accent dans cette recherche-là sur justement, il faut prendre ça par les deux camps, si on peut dire. Tu fais allusion en fait à une recherche en sciences humaines et sociales qui pourrait adresser la partie comportementale du sujet. Oui, je pense qu'elle en fait partie. Je l'ai citée qu'au moment du survivorship, mais elle fait partie des approches possibles. Voilà, tout à fait exact que ça fait partie
des choses qu'on ne peut pas résumer, revenir complètement à une vision un peu imparable de la maladie associée au vieillissement sans possibilité d'intervenir, c'est clair. Donc il y a un équilibre à trouver. Là, j'ai essayé de poser sur la table les sujets de recherche cognitive, effectivement essentiellement biologiques. De plus en plus, dans mon environnement, j'observe des gens que tous les facteurs de prévention, ils les ont. Il y avait même récemment une dame qui était coach de sport et tout, végétarienne, alimentation saine, pas d'alcool, tout ça. Comment on explique dans ces cas-là les gens qui... Parce que je pense que, je vous l'ai dit, il y a 40% de facteurs de risque, mais il y a 60% d'intrinsèques à l'espèce. Ça fait partie de l'espèce. Donc la question n'est pas qu'on ne va pas faire de cancer, on va en faire. La question est de les détecter tôt ou de façon à pouvoir les traiter efficacement et sans impacter la qualité de vie. C'est ça le véritable impact. Mais on ne va pas le supprimer. L'idée n'est pas qu'on va supprimer le cancer de l'espèce humaine. Ça ne marchera pas. Tout l'objectif, c'est de détecter les signes annonciateurs, d'essayer de limiter au maximum, de supprimer les facteurs de risque. Bon, une fois que vous les avez supprimés, il reste quand même un risque et il faut l'adresser. Merci beaucoup, Éric. Et maintenant, pour compléter, peut-être pour donner la clé de voûte de ce panorama des révolutions du cancer depuis 20 ans, je voudrais inviter Catherine Villemy, qui nous fait l'amitié, le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être un des éléments qui nous semblent nous les plus significatifs, peut-être plus discrets, mais très significatifs, de ce qui est en train de se passer dans la vision que nous avons des cancers, c'est la montée en puissance du rôle du patient et la complète transformation du positionnement du patient, à la fois comme acteur de sa propre trajectoire de santé, avec la nouvelle façon de prendre en charge les cancers, et aussi comme un acteur et un partenaire à part entière dans l'innovation, dans la lutte contre le cancer. Et le cancéropole est un acteur engagé dans le fait de mettre le patient au cœur de cette action-là. Donc je suis ravi d'accueillir Catherine Villemy, qui est avant tout, enfin, vous nous expliquez, mais avant tout aussi une patiente, enfin, son histoire personnelle du cancer et du cancer chez ses proches, et à travers ça, de l'expérience de qu'est-ce que c'est qu'un patient partenaire. Et elle conduit cette expérience-là comme chercheuse au centre de recherche du CHU de Sherbrooke au Canada. C'est aussi l'occasion de saluer la relation de travail et le partenariat que le Cancéropole entretient maintenant depuis des années avec l'Oncopole du Québec, et le jumelage que nous avons avec vous. Merci beaucoup, Catherine. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire merci à tous, à tous vos cerveaux extraordinaires. Merci de faire tout ce que vous faites pour moi puis pour toutes les autres qui sont touchés par le cancer. Je suis impressionnée d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vous remercie énormément de m'avoir invitée. Et je vais essayer de vous raconter un petit peu l'histoire du cancer dans ma vie, puis ce que j'en ai fait, mais ce que bien d'autres en font aussi, et ce que ça apporte autant à la recherche qu'aux chercheurs, je pense aussi. La première fois que j'ai rencontré le cancer, c'était en 1978. C'était ma mère qui était atteinte du cancer, et puis ça m'a fait vivre un énorme sentiment d'impuissance et de peur. Et c'était extrêmement mystérieux parce que les adultes autour étaient visiblement décomposés, ma famille, mes frères et sœurs, mon père. Et j'avais l'impression, j'ai une grande différence d'âge avec mes frères et sœurs, donc j'avais l'impression que si je posais des questions ou si j'exprimais ce que je vivais, qu'ils allaient tous tomber en morceaux. Donc, j'ai gardé ça pour moi. Il y a eu quelques récidives. En 88, je me souviens d'être avec elle dans le bureau d'un chirurgien. Elle avait eu une récidive, une opération, une grande charcuterie.
Et ma mère sort pour aller au petit coin. Elle revient, puis le chirurgien me dit « La semaine prochaine, il faudrait amener votre père parce que votre mère a environ 6 mois à vivre. » Je me suis dit à ce moment-là « Oups, il y a quelque chose qui cloche. » J'étais pas équipée à 19 ans pour recevoir ce genre de phrases choc-là, sans préavis, sans rien. Ça a été pour moi la rencontre aussi à ce moment-là, dans ces années-là, avec la finitude. Ma mère est décédée. Puis, je vous disais, la grande charcuterie, bien avant ça, il y a eu plein d'autres traitements qui m'ont profondément traumatisée. Et ce qui fait que j'ai passé ma vie jusqu'à 50 ans à avoir une peur bleue du cancer. En 2013, la chose est revenue dans ma vie chez mon conjoint. Il y a eu 3 cancers, 2 du côlon puis 1 du poumon. Puis à un moment donné, une forte suspicion de cancer du cerveau. Passer des tests prédiagnostiques, tout ça. Et je me retrouve encore devant un chirurgien avec mon mari. Et ils étaient en train de discuter de chirurgie. Puis à un moment donné, il dit « De toute façon, inquiétez-vous pas, au comité de la tumeur, on va jaser de ça ensemble. » « Ah, c'est vrai, vous ne dites pas jaser ici. On va discuter de ça ensemble. Et puis, on va décider, puis on va vous revenir. » Alors, je demande au chirurgien, est-ce qu'on peut être là à ce comité-là? Et là, je ne vous mens pas, le chirurgien a arrêté de bouger, il tapait à son clavier, il a arrêté de taper, il regardait son clavier, puis il ne bougeait plus. Je me suis dit, es-tu correct? Et ça va-tu aller? Il a fini par se tourner vers moi, puis à me dire, mais qu'est-ce que vous allez faire là? Je dis, bien, c'est lui qui a le cancer, puis c'est moi qui vais en prendre soin. On peut peut-être avoir un petit input, puis si on n'en a pas, être dans le coup, puis se préparer. Et il n'en a pas reparlé. Mon conjoint m'a donné un grand coup de coude pour me dire, là, t'arrêtes, là. Puis après, il dit, je veux plus que tu poses de questions dans mes rendez-vous, ils voudront plus me traiter. Alors, ça a été pour moi, encore une fois, et finalement, il n'y a pas eu de cancer de cerveau. Ça a été une autre rencontre un peu, mais pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on ne peut pas faire partie de l'équation? Puis ça a été encore une occasion de voir à travers mes enfants le même regard que moi j'avais eu quand j'étais petite. Puis j'essayais de faire quelque chose, mais je voyais que non, ils ne parlaient pas, puis ils restaient dans leur petite bulle. Ça a été questionnant pour moi. En 2018, c'est moi qui ai eu un diagnostic de cancer. J'ai eu un diagnostic de cancer du sein triple négatif assez avancé. J'étais à un stade de 3B. Et puis, il y avait quelque chose qui me fascinait dans toute la période pré-diagnostique. C'était l'espèce d'isolation des patients dans cette période-là, parce que les gens autour de nous disent t'en fais pas, reste dans l'instant présent, ça va bien aller, tu t'inquiètes pour rien. Non, je m'inquiète pas pour rien, j'ai 2 jeunes enfants, puis si je crève, qu'est-ce que je fais? Comment je les prépare? Comment j'essaye de leur inculquer ce que j'ai à leur inculquer avant de crever? Puis qu'est-ce que je fais de tout le reste? Les papiers d'assurance, tout ça. C'est toutes des questions qui viennent pendant la période prédiagnostique et avec lesquelles les gens autour c'est absolument pas reçu. Toute la question de la finitude dans l'instantané à laquelle on est confronté, on sait tous qu'on va mourir, mais c'est une possibilité lointaine à laquelle on ne pense pas puis qu'on évite. Et ça, c'est pas reçu du tout, du tout. La seule personne qui m'a reçu là-dedans, c'est une amie d'enfance qui était en récidive du cancer qu'on allait me diagnostiquer. Puis son effet sur moi était très apaisant parce qu'elle n'essayait pas de m'arrêter de réfléchir,
Elle accueillait ce que j'avais à lui dire. Quand je lui disais que j'avais peur de ne pas être capable d'amener mes enfants à majorité, elle ne me disait pas de prendre du jus vert ou d'arrêter de penser. Elle me disait, c'est normal. Ah, OK, je ne suis pas folle de penser à ces choses-là. Quand je disais que j'avais peur pour mourir des traitements de chimiothérapie, si jamais j'avais un cancer et que j'avais à passer à travers des traitements de chimiothérapie, ça me terrorisait, je ne serais jamais capable. Il y avait du traumatisme passé là-dedans, là, mais c'était ça. Puis à ce moment-là, à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, c'est pas une partie de plaisir, mais ça se fait. Puis c'est faisable. Tu t'en vas pas dans un manège au cirque, là, mais tu vas être capable. Puis quand je suis rentrée en soins, puis que je suis revenue de mon premier rendez-vous, ma première injection de chimiothérapie, j'ai fait « Ah, ouais, elle avait raison, c'est pas si pire, ça se fait. C'est pas le fun, mais ça se fait. » Puis c'est dur, oui. Bon, quand on passe tous les cycles de chimiothérapie, à la fin, oui, c'est dur, puis ça prend un certain temps à s'en remettre, mais ça se fait. Puis j'ai fait partie des chanceuses qui ont répondu complètement au traitement. Fait que ça m'intéresse beaucoup, l'idée de qu'est-ce qui fait que moi, j'ai répondu complètement, puis une autre ne répond pas du tout. Mais une autre chose que j'ai observée quand je suis rentrée en traitement, c'est toute la panoplie de services qu'il y avait, alors que plusieurs d'entre eux pourraient peut-être s'appliquer en prédiagnostic. Puis je me disais sincèrement, pourquoi il n'y avait pas l'implication de femmes en cancer du sein, de femmes survivantes du cancer du sein, dans le soutien aux femmes en prédiagnostic. Puis, avec une chercheure que j'ai adoptée, on a monté l'idée, on a parti l'idée d'un projet de recherche, un projet pilote, où on évaluerait l'impact du soutien de femmes qui ont eu un cancer auprès d'autres qui sont en prédiagnostic pour évaluer si ça vaut la peine d'instaurer un service comme ça. Le projet n'a pas été financé. Ça a été le début de mon implication comme patiente partenaire. J'ai aidé à toutes les étapes pour monter le protocole puis tout ça. Le projet n'a pas été financé, mais la Fondation québécoise du cancer du sein a choisi d'actualiser le service. Ça fait bientôt 2 ans que des femmes qui ont eu un cancer du sein répondent à une ligne où celles qui ne sont pas encore diagnostiquées appellent. Puis, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est très intéressant et c'est très encourageant de mettre en place un service comme ça. Les appels durent en moyenne 45 minutes, puis on mesure avant-après le niveau d'inquiétude et il réduit de 40 %. Fait que ça fait quelque chose, ça amène quelque chose. Avec un groupe de femmes aussi, on a parti les copines, un comité de patientes partenaires en recherche clinique sur le cancer du sein. Et on a décidé de faire des trucs pour sensibiliser la population au cancer, à la santé des seins, à la recherche, parce que c'est important pour nous. Je ne me souviens plus qui parlait tantôt de l'accessibilité à la recherche. On n'a pas le même accès à la recherche comme patiente si on est dans la région métropole de Montréal que si on reste à l'autre bout du Québec, dans le nord. Alors ça, c'est important pour nous, puis c'est important de sensibiliser les femmes avant d'arriver à un épisode de soins, parce que quand on arrive devant l'oncologue et qu'il a son plan de soins, puis qu'il nous dit « Voilà, je te propose de ça comme traitement, ça va? » Le choc, l'état d'esprit dans lequel on est à ce premier rendez-vous-là, oui, c'est correct. Mais si on a comme si on a été sensibilisé avant, éduqué avant sur la possibilité d'un essai clinique comme option de traitement,
Bien, ça se peut qu'on pose une question rendue là. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Puis c'est important aussi de sensibiliser les gens à l'importance de la recherche clinique parce que, entre autres, au Québec, c'est seulement 3 % de taux de participation aux essais cliniques en oncologie, alors qu'en Angleterre, c'est 20 %. Il y a quelque chose à faire. Il y a une possibilité d'augmenter ça. Puis on pense que c'est avec l'implication de patients partenaires là-dedans, parce qu'on a une voix qui est différente. Je pense à... Moi, dans mes propres soins, j'ai participé à un essai clinique sur une molécule pour réduire les nausées. Puis ça a très, très bien marché. Dernièrement, je parlais avec une patiente qui voulait devenir patiente partenaire et qui me racontait un peu son parcours, puis combien le premier traitement de chimiothérapie lui avait donné des nausées épouvantables, puis que, rendu au deuxième, on lui avait prescrit le Akynzeo. Et là, je dis, hey, moi, quand j'étais en traitement, j'ai participé aux essais cliniques, je suis contente. Maintenant, c'est offert d'emblée. Alors, c'est intéressant pour nous autres aussi, patients, quand on participe à un essai clinique, de voir ce qui arrive après. Qu'est-ce qu'on peut faire comme patient dans des essais, dans des projets de recherche? Je vais vous raconter quelques expériences que j'ai eues. Il y a un projet où, c'est un projet d'endoradiothérapie, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ici, mais les deux, moi et l'autre patiente partenaire impliquée dans ce projet-là, ça nous a pris environ 6 mois à comprendre qu'est-ce qu'il en était vraiment. On pondait, parce qu'on voulait créer un outil de vulgarisation pour les patients. Parce que c'était compliqué pour nous à comprendre, on s'est dit, on va s'assurer de nous bien le comprendre, puis quand on va le comprendre comme il faut, qu'on aura trouvé l'image qu'il faut, bien, on fera quelque chose. Et on a pondu ensemble cet outil-là de vulgarisation. Et à la base de ce projet-là, l'idée du projet de recherche, c'était de proposer cet essai-là sur les cancers du sein triple négatif et les cancers hauts digestifs. C'est pour ça que j'avais été recrutée là. Ma collègue était atteinte d'un cancer haut digestif. Et elle nous a tous convaincus qu'il fallait faire l'étude uniquement sur les cancers hauts digestifs parce qu'il n'y avait pas assez de recherche faite là-dessus. Puis, tout le monde a acquiescé. Donc, des fois, un patient partenaire, ça peut impliquer dès le début d'un projet, ça peut aider à faire bifurquer certaines choses, à réaligner certaines choses. Un autre exemple que j'aime bien raconter, c'était dans le cadre de mes fonctions au centre de recherche. Je suis coordonnatrice du partenariat patient et le chercheur m'appelle pour me demander mon avis sur l'implication de patients dans son projet parce qu'il ne voit pas vraiment l'intérêt d'impliquer des patients partenaires dans son projet. C'est de la recherche fondamentale, puis tout ça. Et là, il commence à me parler du cancer du sein triple négatif. Moi, mais il ne sait pas à ce moment-là que je suis une patiente partenaire. Il pense que je suis une professionnelle de recherche qui a hérité du dossier des patients partenaires. Il me raconte tout son truc. Il m'explique que ce qu'il cherche, il cherche à voir si les niveaux de cytokines libérés post-radiothérapie ont une influence sur la récidive en cancer du sein triple négatif. Puis là, je dis, bien, OK, mais qu'est-ce que ça va donner? Il dit, bien, si c'est ça, bien, il existe des inhibiteurs de cytokines. Là, je dis, ah! Ça fait que là, tu pourrais donner un médicament aux femmes qui ont un cancer du sein triple négatif puis qui présentent des risques de récidive pour diminuer le risque de récidive. Il dit oui. J'étais en train de me dire que l'hormonothérapie, un semblant, l'équivalent de l'hormonothérapie va exister pour les femmes qui ont un cancer du sein triple négatif. C'est génial. Savais-tu comment est-ce que c'est inquiétant les 3 premières années post-traitement de triple négatif? Et ce chercheur-là n'avait jamais rencontré de patient. Et depuis, quand il parle de son projet, il en parle différemment et il ne ferait plus autrement
que de travailler avec des patientes partenaires. Ça a été un peu traumatisant quand je lui ai dit que j'étais patiente partenaire, que j'ai dit, ben là, ça te prend une patiente partenaire, puis c'est moi, c'est moi qui va être ta patiente partenaire. Et il est venu blanc comme un drap parce qu'il m'avait parlé en initiation de tout ça, là, quand il m'a présenté son projet. Il m'avait tout dit, des pronostics épouvantables, tout ça. Fait que moi, je ne savais pas, mais pourquoi il était blanc de même. Je dis, ben peut-être que tu aimerais mieux travailler avec quelqu'un d'autre. C'est un peu intense, c'est pas grave, je le sais, je peux te trouver quelqu'un d'autre. Mais il dit, non. Oh, attends, time out. Là, c'est parce que tu m'as parlé des pronostics. J'écoute, je les sais, je t'ai impliquée en recherche pour ça, parce que je veux être avec vous autres, je veux faire partie de la solution. Si ma petite expérience bébête peut amener quelque chose dans la recherche, je vais être là, je veux faire partie du combat. Une autre chose, quand on parle de patients qui peuvent initier des projets de recherche, on a mis en place des soupers remis-ménage avec des chercheurs fondamentaux qui viennent s'installer avec des patients pour discuter de problématiques que les patients vivent, d'enjeux, puis de voir s'il n'y a pas quelque chose à chercher, à trouver, à inventer concernant ces problématiques-là. Le prochain, c'est la semaine prochaine, ça va être un souper sur le sujet de l'hormonothérapie puis de ses effets secondaires. Donc, avec différents chercheurs en douleurs chroniques, en toutes sortes de disciplines. On va être chez nous, je vais leur faire à souper. Moi, ça ne me concerne pas, l'hormonothérapie, mais j'ai trouvé une couple de patientes qui vont venir discuter avec eux autres des effets de l'hormonothérapie. Puis, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Y a-t-il une molécule à inventer? Y a-t-il des pratiques à mettre en place? Une thérapie quelconque? Donc, ça peut être ça aussi. Dans le fond, la collaboration entre les chercheurs puis les patients, c'est le mariage des savoirs scientifiques puis expérientiels. Ça peut enrichir la qualité de la recherche, puis ça peut enrichir aussi, amener une meilleure adéquation entre les idées des chercheurs puis les besoins des patients. Excusez-moi. Le comité avec lequel je travaille à Sherbrooke, on a décidé de documenter l'expérience de ce comité-là, de mesurer ce qu'on fait, puis de faire évoluer la pratique du partenariat patient. On a l'article qui est Patient Engagement, tout ça. C'est un article du comité qui a documenté la progression des travaux avec ce comité-là. L'expérience des patients partenaires en recherche, l'étude a évolué un petit peu en cours de route. C'est une étude où on explore la qualité de l'expérience du partenariat patient en recherche pour les patients, mais aussi pour les chercheurs, pour essayer de voir qu'est-ce qui manque entre les deux. Puis il y a toutes sortes de réflexions qu'on aborde des fois qui viennent au fil de l'expérience du partenariat patient, parce qu'on n'est pas né dans ce milieu-là, on n'est pas né dans cette culture-là. Or, on l'apprend au fur et à mesure. Notamment, l'autre fois, il y a un patient partenaire qui est arrivé au comité puis qui dit « Ça se pourrait-tu? » Je m'excuse, je fais un petit préambule. Une chose qui est très importante pour les patients partenaires, c'est de ne pas être instrumentalisé dans la recherche. C'est très important, mais je vous amène la réflexion suivante. Le patient arrive et il dit « Ça se pourrait-tu que les chercheurs, entre eux autres, ils s'instrumentalisent? » Puis je dis « Mais pourquoi? » Il dit « Je suis dans une recherche, puis il y a plein de chercheurs qu'on ne voit jamais aux réunions. » On a posé la question à différents chercheurs, puis les chercheurs nous disaient « Ben oui, des fois, on collabore à une recherche pour donner un coup de main à quelqu'un parce que le projet est important, puis on va mettre notre nom, notre crédibilité pour appuyer l'autre. Ça se peut qu'on
qu'on contribue à un projet de recherche pour aider un jeune chercheur. Ça se peut que... toutes sortes de choses. Puis c'est certain que dans tous les projets de recherche dans lesquels on n'est pas impliqué égal. C'est pas uniforme partout. Fait que ça amenait au sein du groupe une réflexion qui n'est pas finie, mais à l'effet de, OK, est-ce qu'on s'indigne pour rien des fois? Quand est-ce qu'on s'indigne, puis quand est-ce qu'on ne s'indigne pas? C'est ce genre de réflexion-là qu'on a au sein de ce comité-là. On a aussi créé au niveau, là j'élargis de la région de Sherbrooke, on a créé au niveau provincial un groupe de patients partenaires provinciaux. L'idée étant que dans chaque petit groupe de patients partenaires, que ce soit dans un centre de recherche, un hôpital, une université, chacun a ses pratiques, ses façons de faire. Est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble de temps en temps pour discuter de ce qui se fait ailleurs, comment ça se fait, c'est quoi les pratiques gagnantes, qu'est-ce qui existe? Ce genre de communauté-là existe du côté des professionnels de la santé, puis il y a aussi des patients partenaires impliqués dans ce groupe-là. Ce groupe-là, je vous dirais, est plus opérationnel et plus professionnel, mais les questions qui se posent sont hyper pertinentes et les travaux qu'ils font sont vraiment impressionnants. Au niveau de expérience, les patients partenaires, c'est beaucoup des réflexions et du partage de pratiques, des réflexions. Où est-ce qu'on va s'impliquer? Comment on va s'impliquer? Quelle va être notre parole publique? On parlait tantôt de l'accès aux données de santé. Au Québec, il y a une loi qui a été adoptée et c'est crucial que les patients fassent partie de la gouvernance des données de santé, des comités qui vont prendre les décisions sur les données de santé. C'est nos données de santé. Or, ce groupe-là agit beaucoup pour développer une voix forte des patients, gérée par les patients. Et on est arrivé à classifier le partenariat patient dans différentes formes d'action. Donc, le partenariat patient en recherche, le partenariat dans les soins et services, le partenariat dans la gouvernance où on contribue aux décisions, le partenariat dans la formation puis dans l'information, et puis le partenariat avec les groupes de patients ou citoyens, parce que le partenaire, c'est celui qui connecte toutes les solitudes du système, tous les différents silos. Le seul qui les traverse tous, c'est le patient. Avec cette communauté-là, on a créé un magazine, le magazine Expérience, les 4 images du haut que vous voyez. J'en ai plusieurs exemplaires, s'il y en a qui en veulent, n'hésitez pas. Et on crée un forum annuel où les patients de partout au Québec, mais aussi les cliniciens, les chercheurs, les décideurs sont invités. Puis on discute ensemble de quelles sont les orientations à prendre, quelles sont les priorités pour nous à ce moment-ci. C'est ce qui nous amène après à prendre position clairement sur la place publique quand il y a des lois sur l'accès à l'information, quand il est en train de se créer une agence de la santé au Québec et on a décidé de mettre en place un comité d'usagers national. Si on se réfère au terme comité d'usagers au Québec, les comités d'usagers ont un rôle plus de défense de droits des patients. C'est essentiel, c'est pertinent, mais c'est pas l'esprit du partenariat patient où on est dans la co-construction, c'est plus un esprit de revendication. Or, il faut que ce comité national-là, si c'est l'entité qui va être là pour représenter les patients, il faut que les patients partenaires soient là et soyez-en sûrs qu'on va faire valoir notre point de vue. Alors, c'est à peu près ça l'expérience du partenariat patient au Québec. Puis, je pense que
je ne pense pas que j'ai de leçons à vous donner. Vous avez des patients partenaires extraordinaires ici, puis des façons de faire qui sont formidables. Mais je pense que cette pratique-là aura tout avantage à être harmonisée un jour, à avoir des pratiques qui sont plus communes, puis à s'inter-influencer. Je discutais dernièrement avec une patiente partenaire d'ici de l'idée de créer des échos d'outre-mer entre nous. Et puis, je pense sincèrement qu'il faut laisser cette pratique-là évoluer, puis oser le partenariat patient. C'est plein de zones de flou. Je présente une affiche demain d'enfants partenaires en recherche. Des enfants qui, entre 9 et 11 ans, ont initié un projet de recherche sur la paire-aidance, c'est-à-dire des enfants qui ont un parent qui a eu ou qui a le cancer pour aider d'autres enfants qui ont un parent atteint du cancer. Et 2 projets distincts, un premier qui constitue les groupes de paire-aidance et un second qui est un réel projet de recherche. Ils veulent évaluer est-ce que les enfants se disent entre eux des besoins qui sont différents de ceux qu'ils expriment aux adultes. Pour moi, le partenariat patient, c'est venu boucler la boucle. C'est venu défaire le mythe du cancer, puis c'est venu me donner du pouvoir dans une trajectoire qui nous en laisse bien peu. C'est venu créer du sens par rapport à une maladie qui n'en fait pas beaucoup. Puis, je ne dirais pas que j'ai plus peur du cancer, mais quand je vous regarde tous ici, je me sens très bien équipée pour faire face à une récidive si jamais j'en ai une. Je vous remercie beaucoup.